Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. L'examen du certificat de fin d'études élémentaires prévu mardi et mercredi prochain. Élèves et enseignants mettent les bouchées doubles pour être prêts le jour J. C'est l'heure des dernières révisions. L'œuvre de Sembène Ousmane, classée au patrimoine national, la décision a été prise en Conseil des ministres. Son héritage appartient désormais à toute la communauté. Il nous a laissé une vingtaine de livres et de films. Au rythme du Ramadan, nous irons au marché sort de Saint-Louis avec le mois béni. Les habitudes ont changé. Les dames qui faisaient leur marché le soir pour avoir des produits frais, ils vont maintenant en milieu de journée. La rubrique découverte porte sur la Casa Impluvium, très connue en milieu Diola. Elle a beaucoup servi dans la vie quotidienne pour recueillir de l'eau ou garder des aliments. Elle est devenue un objet touristique. Et puis, ça y est, Emmanuel Macron obtient sa majorité à l'Assemblée nationale française. Les candidats en marche sont arrivés largement en tête au second tour des législatives de ce dimanche. L'examen du certificat de fin d'études élémentaires est prévu les mardis 20 et mercredi 21 juin 2017. À cet effet, élèves et enseignants s'attellent aux dernières révisions pour être fin prêt le jour J. Les lacunes et les difficultés des élèves sont quasiment prises en compte par tous les enseignants des classes de CM2. C'est un reportage de Fatimata Banelba. Nous sommes aux dernières retouches. Nous sommes en train de voir les élèves qui ont quelques difficultés dans certaines matières et essayer d'y remédier. Remédier aux difficultés et lacunes des élèves, c'est le cas dans presque tous les établissements visités. Les mathématiques et le français restent les principales matières à problème. Les élèves sont très faibles en orthographe et en mathématiques. Voilà, ce sont en général ce qu'on retrouve au niveau des élèves. Si le français n'est pas réussi, si les élèves ne savent pas s'exprimer en français, c'est sûr que la réussite du cursus scolaire va s'en ressentir. Vu que les élèves, des fois, ne prennent pas le temps d'affronter les épreuves en mathématiques ou en français, il est plus facile vraiment que l'élève s'en sorte pour les leçons. C'est pourquoi nous insistons plus sur les leçons. L'essai départemental organisé au mois de mai dernier a été un bon baromètre d'évaluation. Lors de l'évaluation, on a eu à percevoir quelques difficultés que les élèves avaient. Et effectivement, après les apports que la hiérarchie a donnés, les maîtres de CM2 se penchent là-dessus pour essayer de redresser la situation. C'était à peine passable, mais on a essayé de remédier, mieux insister là où les élèves ont buté. Le certificat de fin d'études élémentaires est le premier examen auquel les élèves sont confrontés. Forcément, il y a un peu de stress qu'il va falloir gérer. Nous sommes les premiers stressés, Nous sommes les premiers stressés parce qu'au Sénégal, quand ça marche, on dit que ce sont les élèves. Mais quand ça ne va pas, on indexe les maîtres. Mon père m'avait dit que apprendre les leçons, c'est mieux. Et pour avoir l'essai, il ne faut pas stresser. Tous les habitants de mon quartier attendent mes résultats sur l'examen du CFE et l'entrée en sixième. Non, je ne suis pas trop stressé. Aux parents, il est demandé ceci. Le renforcement, c'est surtout à la maison. J'ai été obligé de leur faire apprendre les leçons en classe. Parce que, assurément, les élèves n'apprennent pas les leçons à la maison. À l'endroit des parents, il faut vraiment qu'ils s'associent, qu'ils s'impliquent, franchement, dans la réussite du cursus scolaire de leurs enfants. Le compte à rebours a commencé. La réussite étant au bout de l'effort, il faudra juste aux élèves de la motivation, de la concentration et un peu de chance pour décrocher le premier diplôme. La dernière étape de la visite du ministre de l'Enseignement supérieur en Casamance est consacrée au périmètre d'expérimentation du palmier nain dans les départements de Bignona et d'Oussouye, des palmeraies qui permettent à ces populations d'avoir des activités génératrices de revenus. Marie Taounian s'est également rendue sur le site qui va abriter le centre numérique ouvert d'Oussouye. Le ministre et sa délégation ont été reçus par le roi d'Oussouye. Nous voyons tout cela avec Kaltom Gay. Ce site va abriter bientôt l'espace numérique ouvert d'Oussouye. En visite dans la région, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendu sur place avec ses collaborateurs. Vous voyez bien, le site est déjà dégagé. Et ceci, c'est une preuve de l'engagement de Sa Majesté, de l'engagement de Monsieur le maire
et de l'engagement de l'honorable député et de l'engagement, je dirais, de tout Oussouye qui attend la réalisation de cet espace numérique ouvert. Nous travaillons durement pour que, au mois d'août ou au mois de septembre, nous puissions démarrer. Le volet de la recherche a été également mis en exergue dans la région avec ses périmètres d'expérimentation du palmier nain, une variété qui vient d'ailleurs. C'est un projet qui cherche à disséminer au niveau du Sénégal des palmiers nains venant de Malaisie avec une production précoce, ce qui devrait permettre aux paysans, mais particulièrement aux femmes exploitantes, de pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. À Tébi et à Djalan, les populations bénéficient des retombées. Elles voient dans ces périmètres une solution pour sortir de la précarité. Déjà avec le régime et la noix, tu peux avoir l'huile, tu peux avoir le fiteuf comme on le dit en Diola, tu peux avoir le savon à base de noix de palme, tu peux avoir le tinquès dont on parle, l'huile qui est issue de la noix même. Et rien que ces acteurs, les feuilles servent à confectionner des balais. Donc vous voyez l'impact et l'importance et le rendement économique de ces plantations. L'évolution de la recherche s'accompagne de technologies de dernière génération pour plus de résultats. Et pour les chercheurs sénégalais, le ministre de l'Enseignement supérieur a une bonne nouvelle pour eux. Nous avons aussi, toujours dans le cadre de la recherche, terminé toutes les phases maintenant pour l'achat du supercalculateur. Vous savez, lors de la visite d'État du président Macky Sall en France en décembre, il avait annoncé l'achat d'un supercalculateur pour les chercheurs sénégalais. J'ai signé le contrat avec Atos permettant la livraison au mois de février de ce supercalculateur qui n'est plus de 521 teraflops. On a bénéficié d'une grande chance liée aux opportunités et aux offres du moment. On aura un supercalculateur de 537 teraflops qui sera le plus puissant en Afrique que nous ayons aujourd'hui. Passage obligé pour tout visiteur qui vient dans le département rendre une visite de courtoisie au roi d'Oussouye. Mary Teuw Niane n'a pas dérogé à la règle. Simouloumbay Diédhiou les a reçus dans la cour royale et il les a assurés de son accompagnement pour la réussite de tous ces projets. Dans la série que le journal télévisé vous propose sur l'œuvre de Sembène Ousmane, nous allons ce soir donc vous parler du personnage Ousmane Sembène. On s'arrête donc sur son personnage, un personnage atypique, mais aussi un homme d'action, ce qui justifie aux yeux de certains son engagement dans son œuvre littéraire. Le romancier Sembène Ousmane, dès 1962, découvre l'écran et s'en sert pour mieux faire comprendre à son peuple son discours d'Akhaba. Sembène Ousmane, œuvre cinématographique ou la plume d'or d'Ondoker, de quel côté on se situe? Sembène, un autodidacte dans une kyrielle d'intellectuels universitaires de sa génération, a su s'imposer comme cinéaste et romancier. Sembène est assez atypique parce qu'il n'a pas le même itinéraire que les autres. À une époque où l'élitisme était la grande marque des intellectuels africains. Sembène, lui, s'est fait presque de lui-même. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup appris, et qui, à un moment donné de son parcours, a décidé de se former, de se cultiver. Et ça a donné un personnage à part, aussi bien sur le champ littéraire que dans le domaine du cinéma. Mais alors, quelle est la marque de fabrique du personnage? Sembène, à une époque où les hommes de culture africains de sa génération se sentaient responsables de ce que vivait l'Afrique, une responsabilité qui exigeait d'eux des réponses. À cette époque, où la négritude battait un peu son plein, on pouvait se demander, mais à qui s'adressent les intellectuels? Puisqu'ils utilisent l'anglais, le portugais, l'espagnol, le français, à qui s'adressent-ils? Est-ce qu'ils parlent à leur peuple? Si oui, est-ce que le message passe
parce que justement ce peuple est analphabète. Je crois que c'est cette contradiction-là qui est vraiment le fil conducteur de l'itinéraire de Sembène. Il se sentait obligé d'assumer son rôle d'intellectuel et d'élite, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, Sembène est très élitiste. Sembène Ousmane arrive à l'écriture en 1956 par le militantisme, le syndicalisme, avec un premier roman. Tout au long de ses œuvres littéraires, on ressent chez lui un engagement actif. Ce n'est pas simplement un engagement d'intellectuel qui pense le monde et qui veut partager sa perception du monde. Sembène, il agit. Et c'est en ce sens-là qu'il a choisi d'ailleurs le cinéma, je crois. Derrière une caméra, il y a un homme, et cet homme-là fait des choix de ce qu'il dit, de ce qu'il montre et de ce qu'il ne montre pas. Sembène a montré justement ce qu'on ne montre pas. Et c'est en cela déjà qu'il est engagé. Les bouts de bois de Dieu, c'est l'œuvre majeure de Sembène à mon sens. Et c'est également l'œuvre qui sous-tend toute sa production cinématographique. Parce que les questions soulevées dans les bouts de bois de Dieu sont récurrentes dans toutes les œuvres cinématographiques de Sembène. Sembène, médiateur entre la tradition et la modernité, ou encore le symbole de la transition entre l'oralité et la modernité, ce personnage dont le retour en Afrique a coïncidé avec les indépendances avait toujours une pensée qui gravitait autour de cette volonté de libérer l'Afrique de la colonisation et assurer quelque part l'héritage culturel occidental, le métissage culturel dont avait parlé Léopold Sédar Senghor, appelé aujourd'hui le biculturalisme. Et puis, sachez que c'est le Conseil des ministres qui a adopté jeudi le classement des œuvres de Sembène Ousmane au patrimoine national. Son héritage appartient désormais à toute la communauté sénégalaise. Sa production est riche d'une vingtaine d'ouvrages et de films. Quelle est la portée de cette décision, Ndeye Alidia? Les films de Ousmane Sembène appellent à une profonde réflexion sur les valeurs clés de la culture sénégalaise. Le ngor, le courage ou encore le foulard, normal alors que l'État ait décidé de classer ses œuvres au patrimoine national. Désormais, ils n'appartiennent plus seulement à ses héritiers, mais à l'ensemble de la communauté sénégalaise. Si l'État décide d'ériger ce patrimoine en patrimoine national, ce n'est pas pour se l'approprier, mais c'est pour lui conférer un statut qui fera de sorte que l'État accompagnera les héritiers pour quand même donner à ce patrimoine-là un certain statut. Et 10 ans après son décès, Ousmane Sembène continue à être célébré. De sa vie de docker à Marseille à sa carrière de réalisateur, Ousmane Sembène est un self-made man, c'est-à-dire qu'il s'est fait lui-même. Aujourd'hui, il est considéré comme le père du cinéma panafricain. Écrivant d'abord avec son célèbre roman Les bouts de bois de Dieu, il a traduit au cinéma une bonne partie de ses œuvres littéraires. Sa production littéraire comme cinématographique est riche de 24 productions. 24 productions réparties en 11 productions littéraires et 13 productions filmographiques. Ces 13 productions cinématographiques, c'est d'abord 4 courts-métrages et 9 longs-métrages. Sa production littéraire, c'est 11 romans et 7 nouvelles voltaïques. Donc, l'ensemble de l'œuvre de Sembène nous ramène à son premier ouvrage, Le Docker Noir, publié en 1956. Au pays mon beau peuple, publié en 1957. Les bouts de bois de Dieu, son roman le plus célèbre, publié en 1960. Le Mandat, publié en 1968. Mais l'ensemble de l'œuvre de Sembène, c'est d'abord apporter une critique, apporter une révolte, conscientiser surtout les Noirs. Cette décision de classer ses œuvres littéraires et cinématographiques au patrimoine national permet aux générations actuelles et futures de pouvoir puiser dans ce grenier pour se ressourcer et évoluer dans ce monde. Quand il dit dans le Mandat Fingor Lagolofi, quand il parle de l'honnêteté, je dis, il a parlé à toutes les générations. Et je pense que les générations actuelles surtout ont intérêt à revisiter Sembène Ousmane. L'État, par cette décision, s'engage donc à sauvegarder l'héritage culturel de Ousmane Sembène. La numérisation de ces œuvres pour pouvoir les conserver et les distribuer dans les écoles,
c'est une excellente initiative du chef de l'État. L'État va aider, va mettre les moyens nécessaires pour, conserver ce patrimoine-là en le restaurant par exemple, le conserver et lui conférer un certain statut qui fera que le patrimoine profitera à tout le monde. Ces œuvres et édifices vont donc être restaurés et classés dans un musée, ce qui reste pour le moment à l'état de projet. Mais le plus important est que toute personne vivant ou visitant le Sénégal puisse s'imprégner de cet héritage important qu'a laissé Ousmane Sambène. C'est à nous de créer nos valeurs, de les reconnaître, de les porter, de les transporter à travers le monde. Voilà la reconnaissance du Sénégal à Sembène Ousmane, immense homme de culture dont les œuvres sont désormais reconnues patrimoine national. Avec la pléthore de listes aux prochaines législatives, le débat s'impose au sein de la classe politique pour discuter des conditions d'organisation du scrutin. C'est la conviction de Youssou Diallo pour le président du club Sénégal émergent. C'est le seul moyen d'arriver à des élections démocratiques et apaisées. Il était l'invité de l'émission Point de vue avec Omar Nying. Nous considérons la démocratie sénégalaise comme étant l'un des acquis fondamentaux de notre peuple. Et de ce point de vue-là, nous devons tous préserver cet héritage commun. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, à l'entame de notre entretien, il y a des risques qui pèsent sur notre système politique et électoral à partir de ce que nous avons appelé cette métastase du corps politique avec la multiplication de ces listes. Et aujourd'hui, de manière pratique, il y a des difficultés sur le plan technique. Par exemple, avoir 47 représentants de partis dans un bureau de vote, avoir 47 listes, la durée du vote, etc., etc. Ça pose problème. Ça pose problème. Ne serait-ce que par rapport à l'organisation immédiate de ces élections que nous allons avoir presque dans à peine un mois. Voilà, c'était donc un extrait de l'émission Point de vue avec Youssou Diallo, président du club Sénégal émergent. L'ANACIM a annoncé les tendances de l'hivernage. La saison des pluies sera normale à humide avec quelques sites déficitaires. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météo a tenu un atelier de diffusion de la prévision des précipitations. Rougui Yatouba. Comprendre les nuages, c'est établir leur lien avec le changement climatique, c'est aussi connaître leur impact sur le climat et les ressources en eau. Ils sont importants dans le cycle de l'eau, dans l'équilibre énergétique, ils sont importants dans la modélisation numérique du temps. Donc c'est important de pouvoir modéliser ces nuages afin de produire des prévisions fiables. Ils sont importants dans la modélisation climatique pour les projections climatiques. Donc la bonne connaissance du nuage est définitivement à la base même des sciences météorologiques et climatologiques. Pour les décideurs et les populations, l'ANACIM explicite le langage des nuages. Ils annoncent parfois des phénomènes climatiques extrêmes. Ces risques climatiques peuvent être minimisés par anticipation si l'on dispose à temps de prévisions météorologiques et climatologiques fiables, reposant notamment sur des systèmes d'alerte précoce efficaces. Pour ce faire, il est plus que jamais nécessaire de renforcer les moyens d'observation météorologique et d'améliorer la qualité des services climatiques fournis au secteur clé de l'économie nationale. L'observation des nuages et les prévisions météo sont indispensables dans les politiques d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques. Au cours de l'atelier sur la prévision saisonnière des précipitations, le secrétaire général du ministère des Transports aériens a salué les efforts de l'ANACIM dans la diffusion de l'information météo. Elle a également annoncé la création d'un cadre national pour les services climatiques. Voici Zainab Mbeng-Wad au micro de Rougui Yatouba. Le Sénégal est en train de mettre en place son cadre national pour les services climatiques qui va concerner les secteurs prioritaires suivants: l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'élevage, la pêche, la gestion des ressources en eau, la gestion des risques et catastrophes, la santé, l'énergie et le tourisme. Le Sénégal est en train d'adopter les textes réglementaires afférents à la mise en place de ce cadre et nous ne manquerons pas de lui donner les moyens pour la bonne mise en œuvre de ces activités. Je voudrais relever que l'ANACIM est déjà engagée à développer et à diffuser des produits et informations météorologiques et climatiques au bénéfice de différents utilisateurs
grâce à des moyens innovants. C'est ainsi que dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, des efforts considérables sont faits pour atteindre les communautés de base par la diffusion de prévisions et d'alertes par SMS. Beaucoup ne le savent pas encore, mais le maraîchage prend des proportions importantes dans Kaolack, commune à Ngane, un quartier dont la commune. Plus de 25 hectares sont exploités. On y produit de la salade, des tomates, des gombo, carottes, choux, entre autres légumes. La production est écoulée jusqu'en Gambie. Claire Diop. Sur plus de 25 hectares de terre exploités par une association à Ngane, Alassane, de vastes périmètres maraîchers. Pourtant, nous sommes dans l'un des quartiers de la commune de Kaolack. Le coin n'est pas bien connu. Plus de 1000 personnes trouvent leur gagne-pain ici. Ces terres fournissent l'essentiel des légumes vendus dans les marchés de toute la zone centre et même au-delà. Je ravitaille pratiquement la zone du Saloum. Quand je parle de la zone du Saloum, il y a Fatick, Birkelane, Kaffrine, etc., Tamba. Même il y a aussi la Gambie qui vient ici pour se ravitailler. La production est forte, la qualité y est. Différentes spéculations sont cultivées et c'est selon la saison. Il y a le nana, aussi il y a la salade qu'on utilise. Mais après la période du Ramadan, on passe à une autre période, c'est celle de l'hivernage. Là, on utilise souvent les légumes. Donc à telle période, on est en train de faire les pépinières pour les légumes. De nombreuses personnes s'activent autour de ce secteur qui est aussi pourvoyeur d'emplois. Mbakedja, un des acteurs trouvés sur place, a plus de 25 ans d'expérience. Aujourd'hui, il a son champ et a recruté du personnel pour l'aider. J'ai mon champ. J'ai recruté 7 employés permanents. Ils ont entre 15 et 25 ans. Il y a aussi des temporaires. C'est des talibés. Au lieu d'aller manger dans la rue, aux heures de pause, ils viennent travailler ici, moyennant une somme. Moi, personnellement, j'en ai 5. Mes collègues aussi en ont. Nous payons aussi chaque fin de semaine un salaire. Les femmes aussi ont investi le secteur, même si l'intégration n'est pas facile. Elles se battent au quotidien pour avoir leur place au même titre que les hommes. Étant une femme et étant entourée d'hommes, parfois ça peut être difficile. Mais quand on sait là où on va et ce qui t'amène là-bas, je pense que c'est une chose facile. Parce que comme vous le disiez, si on est là pour notre pays, c'est une bonne cause. Sur ces hectares, même si tout est vert, les difficultés ne manquent pas. L'accès à l'eau pose problème, mais surtout l'accès à la terre. J'ai pu faire des démarches pour que, en tout cas, cette association de Ngane Alassane puisse obtenir une délibération. Parce que sans une délibération, je pense que ce sera un peu difficile aux partenaires de pouvoir accompagner, de pouvoir investir ici donc au niveau de Ngane Alassane. L'extension du site est demandée, l'accès à l'eau, à la terre et à une chambre froide pour la conservation de la surproduction aussi, ce qui permettrait une plus grande expression des potentialités. Je vous l'annoncer dans les titres, ce changement d'habitude au marché sort de Saint-Louis. Pendant le Ramadan, les femmes de Ndar font maintenant leur marché pendant la journée. Avant le Ramadan, ces femmes allaient au marché le soir pour avoir des produits frais. Il faut signaler que presque toutes les denrées ont connu une hausse. Les Saint-Louisiennes aiment faire le marché le soir, mais avec le Ramadan, elles sont obligées de réaménager leurs horaires. C'est pourquoi le marché sort grouille de monde à la mi-journée. Le soir, nous avons frais. ak ay légumes yu frais yooyu daal moo tax avant koor gi heure yooyu la ñuy préféré di ñëw marché waaw koor gi nag heure yi mooy baax ay bëccëg beeg yooyu parce que à partir de 5 heures yaa ngi dem di préparer ndogu beeg yooyu. Carottes, navets, choux, manioc, aubergines, entre autres légumes étalés à même le sol. Côté prix, la tendance est plutôt à la hausse. légumes yi daal am na frais na am na ay légumes yu bien yu frais yëpp di frais na daal vraiment mais xanaa yokku bi rek parce que gars yi des fois di préféré. ci Ramadan bi di ci profité pour yokk seen kii denrée yooyu xaw na yokk tuuti nag. yëpp a jafe macha allah soxna nañu torop ñun jigéen ñi. saako sa karata ujunay tëj jarat enaye ujunay tëj suppam ujunay ɗiɗi korko ko koskuru ɗi jokki quoi jomen guese ɗe maɓɓe jokki bagage o
Autre denrée prisée, le poisson, est disponible. Cependant, le prix n'est pas à la portée de toutes les bourses. Les sardinelles sont plus accessibles en cette période. Le prix de la viande a connu une légère hausse. Les Français établis au Sénégal ont voté ce dimanche pour le second tour des législatives. Des deux candidats se réclamant de la République en marche étaient en compétition pour représenter les Français de la 9e circonscription qui couvre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Un second tour qui a enregistré un faible taux de participation. C'est Nalim Fall. Les Français établis au Sénégal se sont une nouvelle fois rendus aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections législatives dans la 9e circonscription qui couvre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Deux candidats sont en lice. Mjib El Gerad, candidat soutenu par la République en marche qui a obtenu au premier tour 18,39% des votes, et Leila Eichi, écologiste, qui a elle obtenu au premier tour 20,29% des voix. Elle est arrivée en tête. Leila Eichi se réclame la seule candidate de la République en marche légitimement investie pour la 9e circonscription des Français établis hors de France. Moi, je pense que dans une démocratie, c'est important de faire un choix, c'est important de venir voter. Et même quand vous avez le sentiment que les deux candidats représentent les mêmes valeurs, les mêmes idées, il y a quand même des différences entre eux. Et je pense que c'est important de pouvoir s'exprimer. Un vote qui s'est déroulé sans incident, mais le taux de participation est faible. Mais l'abstention, c'est un peu partout. On a déjà eu ce problème au premier tour, que ce soit en France ou à l'étranger. Il y a une forte abstention. C'est normal, les gens sont fatigués. Ça fait 3-4 mois qu'ils sont sous pression électorale. Ils ont déjà voté pour les présidentielles, ils ont voté pour les législatives. Bon. Ce scrutin législatif à l'étranger, il faut lui laisser le temps un peu de rentrer dans les mœurs. Il a été créé pour la première fois donc en 2012, donc ce sont les deuxièmes élections législatives à l'étranger. Donc il faut laisser le temps de l'imprégnation, il faut que cela percole dans la société et que les Français se l'approprient, cette mesure, cette fonction de député. Donc ça c'est un premier point. Donc cela explique aussi la participation faible que nous connaissons aujourd'hui. Au premier tour, le taux de participation était de 12% au Sénégal. La 9e circonscription des Français établis hors de France suscite beaucoup d'intérêt, en atteste le nombre élevé de candidats au premier tour des législatives. Sur l'international, toujours, nous irons au Portugal, au Japon et en France, où les résultats provisoires du second tour des législatives font état d'une nette avance de la République en marche, qui offre la majorité absolue au président Macron. Mais arrêtons-nous d'abord au Mali, ciblé cet après-midi par une attaque terroriste. Pape Bonachao. Attaque terroriste au Mali, dans un village situé dans la banlieue de Bamako, non loin de l'aéroport. Des témoins affirment avoir entendu des coups de feu nourris dans le campement touristique de Kangaba. Les forces d'intervention sont rapidement arrivées sur les lieux. Le bilan provisoire fait état de 2 morts, dont une touriste française. Pour rappel, les djihadistes avaient déjà pris pour cible l'hôtel Radisson Blu de Bamako. C'était en novembre 2015. L'attaque avait fait 20 morts. Plus de 47 millions de Français étaient encore appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections législatives. Au total, 1146 candidats se sont présentés devant les Français pour briguer les sièges du Parlement. Les premières tendances confirment une avance considérable de la République en marche. Le parti d'Emmanuel Macron, crédité de 315 sièges. À droite, l'Alliance Les Républicains, UDI et DVD a obtenu 133 sièges. Le Parti socialiste 33 et la France insoumise de Marine Le Pen 17. Le taux d'abstention est élevé, il se chiffre à 57%. 62 morts et 60 blessés dans un gigantesque feu de forêt au Portugal. Le feu s'est déclaré dans la région de Leira, au centre du pays, sur des collines situées entre des zones d'habitation. Il s'est ensuite rapidement propagé, piégeant de nombreuses victimes sur une route reliant Figueiro dos Vinhos à Castanheira de Pera. Pas moins de 900 pompiers ont été mobilisés pour combattre les flammes. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans le pays.
Les 7 marins américains qui avaient été portés disparus après la collision du destroyer US Fitzgerald avec un cargo en mer japonaise ont été retrouvés décédés. Ils ont été repérés dans les compartiments de couchage inondés. Le choc survenu samedi avait déclenché une vaste opération de recherche menée par les gardes-côtes japonais associés aux forces américaines. Voilà l'actualité internationale. Nous revenons chez nous avec la visite du chef d'état-major général des armées dans le sud du pays. Le général de corps d'armée Cheikh Gueye s'est rendu à Ziguinchor puis à Kolda pour s'inquérir de la situation des hommes sur le terrain. C'est une priorité, a-t-il dit. À Kolda, il a aussi apprécié l'avancement des chantiers au camp Moussa Molo Baldé au centre de réinsertion sociale. Thierno Amadossi. À Ziguinchor, d'abord un tour à la base navale d'Elinkine, une descente sur Oussouye, avant de faire escale à Djouloulou, puis à Touba Tranquille. C'est un village symbolique, c'est un village qui se trouve au niveau de la frontière, qui fait l'objet de beaucoup d'enjeux. Touba Tranquille également fait l'objet d'une attention particulière des autorités du gouvernement, qui à travers le programme Puma prend en compte en premier lieu Touba Tranquille, pour ce qui concerne l'électricité, les écoles, l'eau potable, la santé et les postes de sécurité. Pour le SEMGA, s'enquérir de la situation sécuritaire et des conditions sociales des militaires constitue une priorité. J'ai vu que les grands commandements ont eu à répondre aux besoins des hommes qui sont déployés sur le terrain. Spécifiquement, je suis venu ici parce que la situation l'exige. Après la zone 5, cap sur la zone 6, le général de corps d'armée Cheikh Gueye s'est rendu à Samine, à Medina Wandifa et à Djakunda. Partout, le SEMGA s'est imprégné de la situation des militaires sur le terrain avant de prononcer ses recommandations et ses orientations stratégiques. Le travail que vous avez fait, on est en train de regarder un peu vos positions, mais sans cela, c'est apprécier le travail. Le travail que vous faites, vous le faites bien. Vous le faites bien parce que les populations peuvent aller paisiblement faire le travail, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Avant de quitter Kolda, le SEMGA a visité des chantiers du camp Moussa Molo Baldé. Il a aussi apprécié l'état d'avancement des travaux du centre de réinsertion sociale de la zone militaire, numéro 6. Nous restons dans la zone sud pour la rubrique découverte. Elle porte ce soir sur la case à impluvium, très connue en milieu diola. Elle a beaucoup servi dans la vie quotidienne pour recueillir de l'eau ou garder des aliments. Elle est devenue aujourd'hui un objet touristique. Kaltomgay. Une architecture qui ne laisse personne indifférent. Une case pas comme les autres, plus connue sous le nom de case à impluvium. Cette maison est unique dans son genre. On ne la trouve qu'en Casamance, plus précisément chez les Diola à l'ouest de Ziguinchor. En forme d'entonnoir, elle permettait jadis à la population de recueillir de l'eau de pluie. Quand ils n'avaient pas de puits ni de robinet, et donc il y avait pas mal de cases à impluvium dans cette zone. Et donc les gens en profitaient. Profiter pour récupérer de l'eau, parce que puisque la case est en forme d'entonnoir, donc les gens récupéraient de l'eau. Parce qu'on avait des problèmes d'avoir de l'eau potable. Et maintenant, puisque, disons, dans tous les villages, presque tous les villages ont maintenant des robinets et des puits. Et donc cette case est restée. Voilà, pour les visiteurs. De par leur architecture, ces cases ont un usage multiple. Non seulement elles permettent d'avoir de la lumière, mais elles servent également de grenier pour stocker les vivres. Vous avez un grenier. Vous savez, si vous regardez bien, presque dans tous les villages diola, c'est ce qui cultivent le riz, ont dans leur maison soit un ou deux greniers. Ça, c'est pour mettre le riz, pour conserver. C'est-à-dire, c'est un riz qui tourne, hein, qui tourne. Et aussi, vous avez un riz qui est toujours conservé aussi pour les cérémonies. Toutefois, cette case à impluvium a perdu sa fonction d'antan. Maintenant, elle fait partie des attraits du tourisme dans cette zone.
Maintenant, c'est touristique parce que c'est vrai qu'il y a des années où les gens entendaient parler de la case à impluvium. Et donc, c'est une question de curiosité pour venir voir cette case, comment elle est construite. Et donc, combien de familles habitent là-dedans. Et puis voilà, et surtout pour voir l'entonnoir. Aujourd'hui, la case a un hôte de marque, l'ambassadeur de la France. En tournée dans la région, il n'a pas manqué d'inclure dans son agenda cette découverte. Après quelques coups d'œil, il est tombé sous le charme. Et cette case est magnifique. Elle est étonnante, je crois qu'elle est unique. Elle est extrêmement ancienne. Elle est faite de banco et de paille. C'est vraiment un lieu superbe. Et puis il n'y a pas que la case, il y a la case, il y a aussi la végétation autour. Il y a donc de superbes fromagers. Donc j'ai compris que c'était un des rares arbres dont on pouvait couper les racines sans les tuer, puisque par exemple, les portes de cet impluvium sont faites de fromagers, de racines de fromagers. J'ai aussi appris en me promenant aux alentours que tous les fruits des ditars n'étaient pas forcément bons à être consommés. J'ai aussi découvert ce fruit, cette pomme, qui est excellente au goût. Et j'ai appris aussi que je devais faire attention parce que cette pomme avait la particularité de dissimuler tous les mensonges. Et donc, voilà, il faut ici plein de traditions, plein de découvertes, plein d'histoires aussi et de légendes à raconter. À l'intérieur, plusieurs familles y cohabitent. La case est bien organisée. On y trouve les chambres à coucher, la salle commune, le grenier et le coin cuisine. Et pour la conservation de ce patrimoine, la population de Namport s'est bien organisée à travers la création d'un campement villageois. Auparavant, la visite était à 500, mais maintenant, elle est passée à 1000 francs, la visite par personne. C'est juste pour donner un coup de main, parce que vous savez que on a le problème de la paille qui coûte trop cher maintenant et que la paille maintenant on ne la trouve pas beaucoup en Casamance. Il y a d'autres qui sont obligés d'aller jusqu'en Guinée-Bissau pour chercher de la paille. Et donc ça fait partie d'une une contribution et ça permettra à ces gens d'avoir un peu d'argent pour pouvoir acheter la paille. Et non seulement pour acheter la paille, mais aussi pour changer les bois et aussi pour donner quelque chose à les gens qui vont les aider à faire la paille. Si à Namport, la case à impluvium est un ouvrage touristique, par contre, dans certaines îles de la Casamance où l'accès à une eau potable est parfois difficile, comme à Eloubaline, c'est toujours ces cases qui servent à recueillir l'eau de la pluie. Pendant l'hivernage, quand il pleut, les mamans vont placer sur le bas de l'entonnoir les bassines pour récupérer cette eau. Quand elles récupèrent cette eau-là, elles les conservent dans des bidons. C'est pour cela, si vous entrez dans les cases, si vous regardez dans les alentours, il y a beaucoup de bidons pour stocker l'eau que nous utilisons pour conserver l'eau. Mais néanmoins, cette eau-là n'est pas de très bonne qualité parce que l'eau de la paille, elle est de couleur rouge. Mais on est obligé de boire cette eau parce qu'on n'a pas de l'eau. Avec plus de 60 ans d'ancienneté, ces cases constituent en elles-mêmes des musées qui reflètent les réalités et les traditions diola. Et à côté de la marmite, sous le feu éclairé par la lune, l'histoire est contée par les anciens. Belle découverte signée Kaltom Gay qui nous présentait ce soir la case à impluvium. Elle est visible en milieu diola en Casamance. Merci de nous avoir suivis. Abassou sera sur ce plateau pour le dernier journal. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. L'examen du certificat de fin d'études élémentaires prévu mardi et mercredi prochain. Élèves et enseignants mettent les bouchées doubles pour être prêts le jour J. C'est l'heure des dernières révisions. L'œuvre de Sembène Ousmane, classée au patrimoine national, la décision a été prise en Conseil des ministres. Son héritage appartient désormais à toute la communauté. Il nous a laissé une vingtaine de livres et de films. Au rythme du Ramadan, nous irons au marché Sor de Saint-Louis avec le mois béni. Les habitudes ont changé. Les dames qui faisaient leur marché le soir pour avoir des produits frais, ils vont maintenant en milieu de journée. La rubrique découverte porte sur la case à impluvium, très connue en milieu diola. Elle a beaucoup servi dans la vie quotidienne pour recueillir de l'eau ou garder des aliments. Elle est devenue un objet touristique. Et puis, ça y est, Emmanuel Macron obtient sa majorité à l'Assemblée nationale française. Les candidats en marche sont arrivés largement en tête au second tour des législatives de ce dimanche.
L'examen du certificat de fin d'études élémentaires est prévu les mardis 20 et mercredi 21 juin 2017. À cet effet, élèves et enseignants s'attellent aux dernières révisions. Pour être fin prêt le jour J, les lacunes et les difficultés des élèves sont quasiment prises en compte par tous les enseignants des classes de CM2. C'est un reportage de Fatimata Banelba. Nous sommes aux dernières retouches. Nous sommes en train de voir les élèves qui ont quelques difficultés dans certaines matières et essayer d'y remédier. Remédier aux difficultés et lacunes des élèves, c'est le cas dans presque tous les établissements visités. Les mathématiques et le français restent les principales matières à problème. Les élèves sont très faibles en orthographe et en mathématiques. Voilà, ce sont en général ce qu'on retrouve au niveau des élèves. Si le français n'est pas réussi, si les élèves ne savent pas s'exprimer en français, c'est sûr que la réussite du cursus scolaire va s'en ressentir. Vu que les élèves, des fois, ne prennent pas le temps d'affronter les épreuves en mathématiques ou en français, il est plus facile vraiment que l'élève s'en sorte pour les leçons. C'est pourquoi nous insistons plus sur les leçons. L'essai départemental organisé au mois de mai dernier a été un bon baromètre d'évaluation. Lors de l'évaluation, on a eu à percevoir quelques difficultés que les élèves avaient. Et effectivement, après les apports que la hiérarchie a donnés, les maîtres de CM2 se penchent là-dessus pour essayer de redresser la situation. C'était à peine passable, mais on a essayé de remédier, mieux insister là où les élèves ont buté. Le certificat de fin d'études élémentaires est le premier examen auquel les élèves sont confrontés. Forcément, il y a un peu de stress qu'il va falloir gérer. Nous sommes les premiers stressés, Nous sommes les premiers stressés parce que au Sénégal, qui fera de sorte que l'État accompagnera les héritiers pour quand même donner à ce patrimoine-là un certain statut. Et 10 ans après son décès, Ousmane Sembène continue à être célébré. De sa vie de docker à Marseille à sa carrière de réalisateur, Ousmane Sembène est un self-made man, c'est-à-dire qu'il s'est fait lui-même. Aujourd'hui, il est considéré comme le père du cinéma panafricain. Écrivant d'abord avec son célèbre roman Les bouts de bois de Dieu, il a traduit au cinéma une bonne partie de ses œuvres littéraires. Sa production littéraire comme cinématographique est riche de 24 productions. 24 productions réparties en 11 productions littéraires et 13 productions filmographiques. Ces 13 productions cinématographiques, c'est d'abord 4 courts-métrages et 9 longs-métrages. Sa production littéraire, c'est 11 romans et 7 nouvelles voltaïques. Donc, l'ensemble de l'œuvre de Sembène nous ramène à son premier ouvrage, Le Docker Noir, publié en 1956. Au pays, mon beau peuple, publié en 1957. Les bouts de bois de Dieu, son roman le plus célèbre, publié en 1960. Le Mandat, publié en 1968. Mais l'ensemble de l'œuvre de Sembène, c'est d'abord apporter une critique, apporter une révolte, conscientiser surtout les Noirs. Cette décision de classer ses œuvres littéraires et cinématographiques au patrimoine national permet aux générations actuelles et futures de pouvoir puiser dans ce grenier pour se ressourcer et évoluer dans ce monde. Quand il dit dans le Mandat « Fingor Lagolofi », quand il parle de l'honnêteté, je dis, il a parlé à toutes les générations. Et je pense que les générations actuelles surtout ont intérêt à revisiter Sembène Ousmane. L'État, par cette décision, s'engage donc à sauvegarder l'héritage culturel de Ousmane Sembène. La numérisation de ces œuvres pour pouvoir les conserver et les distribuer dans les écoles, c'est une excellente initiative du chef de l'État. L'État va aider, va mettre les moyens nécessaires pour conserver ce patrimoine-là en le restaurant par exemple, le conserver et lui conférer un certain statut qui fera que le patrimoine profitera à tout le monde. Ces œuvres et édifices vont donc être restaurés et classés dans un musée, ce qui reste pour le moment à l'état de projet. Mais le plus important est que toute personne vivant ou visitant le Sénégal puisse s'imprégner de cet héritage important qu'a laissé Ousmane Sembène. C'est à nous de créer nos valeurs, de les reconnaître, de les porter, de les transporter à travers le monde.
Voilà la reconnaissance du Sénégal à Sembène Ousmane, immense homme de culture dont les œuvres sont désormais reconnues patrimoine national. Avec la pléthore de listes aux prochaines législatives, le débat s'impose au sein de la classe politique pour discuter des conditions d'organisation du scrutin. C'est la conviction de Youssou Diallo pour le président du club Sénégal émergent. C'est le seul moyen d'arriver. Une responsabilité qui exigeait des réponses. À cette époque où la négritude battait un peu son plein, on pouvait se demander mais à qui s'adressent les intellectuels? Puisqu'ils utilisent l'anglais, le portugais, l'espagnol, le français, à qui s'adressent-ils? Est-ce qu'ils parlent à leur peuple? Si oui, est-ce que le message passe? Parce que justement, ce peuple est analphabète. Je crois que c'est cette contradiction-là qui est vraiment le fil conducteur de l'itinéraire de Sembène. Il se sentait obligé d'assumer son rôle d'intellectuel et d'élite. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, Sembène est très élitiste. Sembène Ousmane arrive à l'écriture en 1956 par le militantisme, le syndicalisme, avec un premier roman. Tout au long de ses œuvres littéraires, on ressent chez lui un engagement actif. Ce n'est pas simplement un engagement d'intellectuel qui pense le monde et qui veut partager sa perception du monde. Sembène, il agit. Et c'est en ce sens-là qu'il a choisi d'ailleurs le cinéma, je crois. Derrière une caméra, il y a un homme, et cet homme-là fait des choix de ce qu'il dit, de ce qu'il montre et de ce qu'il ne montre pas. Sembène a montré justement ce qu'on ne montre pas. Et c'est en cela déjà qu'il est engagé. Les bouts de bois de Dieu, c'est l'œuvre majeure de Sembène à mon sens. Et c'est également l'œuvre qui sous-tend toute sa production cinématographique. Parce que les questions soulevées dans les bouts de bois de Dieu sont récurrentes dans toutes les œuvres cinématographiques de Sembène. Sembène, médiateur entre la tradition et la modernité, ou encore le symbole de la transition entre l'oralité et la modernité, ce personnage dont le retour en Afrique a coïncidé avec les indépendances avait toujours une pensée qui gravitait autour de cette volonté de libérer l'Afrique de la colonisation et assurer quelque part l'héritage culturel occidental, le métissage culturel dont avait parlé Léopold Sédar Senghor, appelé aujourd'hui le biculturalisme. Et puis, sachez que c'est le Conseil des ministres qui a adopté jeudi le classement des œuvres de Sembène Ousmane au patrimoine national. Son héritage appartient désormais à toute la communauté sénégalaise. Sa production est riche d'une vingtaine d'ouvrages et de films. Quelle est la portée de cette décision, Ndeye Adja? Les films de Ousmane Sembène appellent à une profonde réflexion sur les valeurs clés de la culture sénégalaise. Le ngor, le courage ou encore le foulard, normal alors que l'État ait décidé de classer ses œuvres au patrimoine national. Désormais, ils n'appartiennent plus seulement à ses héritiers, mais à l'ensemble de la communauté sénégalaise. Si l'État décide d'ériger ce patrimoine en patrimoine national, ce n'est pas pour se l'approprier, mais c'est pour lui conférer un statut. Ça marche, on dit que ce sont les élèves, mais quand ça ne va pas, on indexe les maîtres. Mon père m'avait dit que apprendre les leçons, c'est mieux. Et pour avoir laissé, il ne faut pas stresser. Tous les habitants de mon quartier attendent mes résultats sur l'examen du CFE et l'entrée en sixième. Non, je ne suis pas trop stressé. Aux parents, il est demandé ceci. Le renforcement, c'est surtout à la maison. J'ai été obligé de leur faire apprendre les leçons en classe. Parce que, assurément, les élèves n'apprennent pas les leçons à la maison. À l'endroit des parents, il faut vraiment qu'ils s'associent, qu'ils s'impliquent, franchement, dans la réussite du cursus scolaire de leurs enfants. Le compte à rebours a commencé. La réussite étant au bout de l'effort, il faudra juste aux élèves de la motivation, de la concentration et un peu de chance pour décrocher le premier diplôme.
La dernière étape de la visite du ministre de l'Enseignement supérieur en Casamance est consacrée au périmètre d'expérimentation du palmier nain dans les départements de Bignona et d'Oussouye, des palmeraies qui permettent à ces populations d'avoir des activités génératrices de revenus. Marie Taounian s'est également rendue sur le site qui va abriter le centre numérique ouvert d'Oussouye. Le ministre et sa délégation ont été reçus par le roi d'Oussouye. Nous voyons tout cela avec Kaltom Gay. Ce site va abriter bientôt l'espace numérique ouvert d'Oussouye. En visite dans la région, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendu sur place avec ses collaborateurs. Vous voyez bien, le site est déjà dégagé. Et ceci, c'est une preuve de l'engagement de Sa Majesté, de l'engagement de Monsieur le maire et de l'engagement de l'honorable député et de l'engagement, je dirais, de tout Oussouye qui attend la réalisation de cet espace numérique ouvert. Nous travaillons durement pour que, au mois d'août ou au mois de septembre, nous puissions démarrer. Le volet de la recherche a été également mis en exergue dans la région avec ses périmètres d'expérimentation du palmier nain, une variété qui vient d'ailleurs. C'est un projet qui cherche à disséminer au niveau du Sénégal des palmiers nains venant de Malaisie avec une production précoce, ce qui devrait permettre aux paysans, mais particulièrement aux femmes exploitantes, de pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. À Tébi et à Djalan, les populations bénéficient des retombées. Elles voient dans ces périmètres une solution pour sortir de la précarité. Déjà avec le régime et la noix, tu peux avoir l'huile, tu peux avoir le fiteuf comme on le dit en Diola, tu peux avoir le savon à base de noix de palme, tu peux avoir le tinquès dont on parle, l'huile qui est issue de la noix même. Et rien que ces acteurs, les feuilles servent à confectionner des balais. Donc vous voyez l'impact et l'importance et le rendement économique de ces plantations. L'évolution de la recherche s'accompagne de technologies de dernière génération pour plus de résultats. Et pour les chercheurs sénégalais, le ministre de l'Enseignement supérieur a une bonne nouvelle pour eux. Nous avons aussi, toujours dans le cadre de la recherche, terminé toutes les phases maintenant pour l'achat du supercalculateur. Vous savez, lors de la visite d'État du président Macky Sall en France en décembre, il avait annoncé l'achat d'un supercalculateur pour les chercheurs sénégalais. J'ai signé le contrat avec Atos permettant la livraison au mois de février de ce supercalculateur qui n'est plus de 521 teraflops. On a bénéficié d'une grande chance liée aux opportunités et aux offres du moment. On aura un supercalculateur de 537 teraflops qui sera le plus puissant en Afrique que nous ayons aujourd'hui. Passage obligé pour tout visiteur qui vient dans le département rendre une visite de courtoisie au roi d'Oussouye. Marie Taounian n'a pas dérogé à la règle. Simulumbaï Diédiou les a reçus dans la cour royale et il les a assurés de son accompagnement pour la réussite de tous ces projets. Dans la série que le journal télévisé vous propose sur l'œuvre de Sembène Ousmane, nous allons ce soir donc vous parler du personnage Ousmane Sembène. On s'arrête donc sur son personnage, un personnage atypique, mais aussi un homme d'action, ce qui justifie aux yeux de certains son engagement dans son œuvre littéraire. Le romancier Sembène Ousmane de 1962 découvre l'écran et s'en sert pour mieux faire comprendre à son peuple son discours d'Akhaba. Sembène Ousmane, œuvre cinématographique ou la plume d'or d'Ondoker, de quel côté on se situe? Sembène, un autodidacte dans une kyrielle d'intellectuels universitaires de sa génération, a su s'imposer comme cinéaste et romancier. Sembène est assez atypique parce qu'il n'a pas le même itinéraire que les autres. À une époque où l'élitisme était la grande marque des intellectuels africains.
Sembène, lui, s'est fait presque de lui-même. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup appris et qui, à un moment donné de son parcours, a décidé de se former, de se cultiver. Et ça a donné un personnage à part, aussi bien sur le champ littéraire que dans le domaine du cinéma. Mais alors, quelle est la marque de fabrique du personnage? Sembène, à une époque où les hommes de culture africains de sa génération se sentaient responsables de ce que vivait l'Afrique,